Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match contre le FC Séville. On met les pieds dans le plat tout de suite, on commence avec le 11 aligné par Ronald Koeman. Aucune rotation, c'est le même 11 que le match d'avant, à l'exception de Clément Langlais qui avait pris un carton rouge, donc changement obligatoire. Donc déjà là, c'est très surprenant, puisque le match de jeudi, le Barça était réduit à 10 contre 11, il y a eu une débauche d'énergie énorme de la part de tous les joueurs, et ça s'est rapidement vu sur le terrain. L'entame du match est vraiment mauvaise de la part du Barça, comparée à l'entame du match contre le Celta, qui était quasi parfaite. Là, on voit qu'on a du mal, on perd des ballons, on n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon. Séville en profite, évidemment. Dans ce début de match, Séville est plus dangereux. Leur jeu, comme prévu, va pencher plus à gauche, sur le côté de Sergi Roberto, donc ils ont Ocampos sur ce côté. Ils obtiennent plusieurs attaques sur ce côté, et ils obtiennent 2 corners, et jouent les 2 corners en 2 temps, avec Souzo. Fati est tout seul, contre 2, ça fait centre et derrière il y a le but. Donc déjà, petit point négatif, c'est-à-dire que le Barça n'est pas vigilant collectivement. Quand ils voient que le FC Séville joue les corners courts, ils vont pas s'adapter à ça. C'est la première fois de la saison que le Barça est mené au score. On se dit, voilà, on va essayer de voir comment va réagir le groupe collectivement. Est-ce qu'ils vont douter? Bon, finalement, ils n'ont pas du tout eu le temps de douter, puisque rapidement, 2 minutes après, il y a cette ouverture de Messi pour Jordi Alba qui pousse Jesus Navas à la faute, et Coutinho égalise. Donc c'est bien, le groupe a montré une réaction rapide à mettre dans les points positifs. Autre point positif, malgré tout, c'est le pressing. Je trouve que malgré la fatigue et malgré l'enchaînement des matchs, le pressing de l'équipe était là, pas forcément aussi efficace que les matchs d'avant, mais les joueurs faisaient les efforts. Coutinho et Busquets ont fait des efforts de pressing de dingue. Par moments, Busquets montait pressé aux côtés de Messi quasiment. Point négatif, sur les côtés, Séville, il rentre comme dans du beurre, que ce soit à gauche, à droite. Ils rentrent facilement sur les côtés, ils débordent nos latéraux et ils créent leurs occasions à partir de là. Autre gros point négatif qu'on va constater dans ce match et tout au long du match, ça va être le déchet technique énorme de nos joueurs. Que ce soit Frenkie de Jong, que ce soit Coutinho, que ce soit Busquets ou même Messi, ils ont eu un déchet technique monstrueux. Ils ont loupé un nombre de passes faciles. J'ai rarement vu ça. Alors certes, le Séville pressé, etc., faisait les efforts, mais on leur a fait énormément de cadeaux, énormément. Autre point négatif, donc c'est le fait que notre jeu penche à gauche, on l'avait déjà vu dans les matchs d'avant, ça s'est encore confirmé hier soir, ça n'allait pas changer évidemment en ayant Roberto et Griezmann sur ce côté, on s'est tout simplement procuré aucune occasion sur ce côté en première mi-temps, et c'est problématique, on l'a vu, on a eu du mal à déstabiliser le bloc de Séville. Contre des petites équipes, contre des moyennes équipes, le fait d'avoir ce côté droit qui est stérile, c'est moins problématique, puisqu'on arrivera quand même à trouver des failles en passant par l'axe, en passant par le côté gauche, mais on a tout de suite vu que contre une équipe comme Séville, le fait d'avoir un côté droit complètement stérile, le FC Séville va l'exploiter. Ils vont concentrer plus leur attention sur notre côté gauche et défendre plus de l'autre côté, sachant qu'il n'y aura de toute façon aucun danger à droite. Enfin, un autre point négatif très important, c'est notre incapacité à déséquilibrer l'adversaire lorsqu'il est en bloc bas. Lorsque Séville se mettait en position défensive et que nous on s'installait en position offensive, on se dirigeait tout de suite vers une stérilité. D'une part déjà c'est parce que le côté droit il n'y a aucun danger, donc forcément quand le ballon part à droite, le bloc de Séville n'a pas besoin de coulisser très vite de ce côté-là. Du coup on se retrouvait à faire un peu la passe à 10, les joueurs se regardaient, ils regardaient Messi en attendant une solution, et souvent on repassait par les centraux, qui eux repassaient par le gardien, et du coup on perdait cet avantage. Ça c'est un point très important pour la suite, l'équipe devra travailler là-dessus. Enfin le dernier point négatif, c'est évidemment la gestion du match par Ronald Koeman et ses changements, et ça je vais en reparler après quand on va parler des individualités. On attaque donc les individualités, on commence par le gardien, Neto il fait un bon match, mais voilà, là on a vu que Séville qui te presse beaucoup plus haut, on voit tout de suite les limites balle au pied de Neto, mais malgré tout ça, il fait quand même un bon match. Ensuite, les défenseurs centraux, Araujo et Piqué. Je pense que finalement, le carton rouge de l'anglais a été une chance, parce qu'on a vu Araujo titulaire sur ce côté droit, qui était le côté d'Ocampos. Il a été nickel, il a été au top tout le match, il a détruit Ocampos dans son duel en 1 contre 1, et il a annihilé beaucoup d'occasions adverses. Il a son point faible évidemment, Araujo, c'est la relance, on le sait, et je trouve que même sur ce point, il a quand même énormément progressé. Donc pour moi, Araujo est clairement l'homme du match, c'était notre meilleur joueur. Piqué, il était un ton en dessous d'Araujo, il a fait quelques erreurs, mais il a fait aussi un très beau match, donc les défenseurs centraux pour moi étaient les 2 meilleurs joueurs de notre équipe. À l'opposé totalement, donc nos latéraux pour moi faisaient partie des pires joueurs, c'était un désastre total. Côté droit, Sergi Roberto, bon, on sait qu'il est limité, que c'est même pas son poste de formation, mais ça reste quand même catastrophique, il y a beaucoup d'actions
qui sont passés sur son côté tout le match en fait, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Côté gauche, Jordi Alba qui avait fait 2 bons premiers matchs, il est redevenu lui-même, il a fait un match catastrophique. Il a perdu des ballons bêtement et il ne faisait même pas les efforts pour défendre. J'ai isolé une séquence où Séville attaque sur son côté en deuxième mi-temps. C'est Frenkie de Jong qui vient compenser à sa place, qui vient défendre. Et lui, il ne fait même pas l'effort de revenir vite. C'est Coutinho qui va faire l'effort et il va revenir à la place de Jordi Alba alors qu'en début d'action, Coutinho était placé plus haut que Jordi Alba. Sûrement que Jordi Alba était déjà blessé à ce moment-là du match. Mais dans ce cas-là, dès que tu sens une gêne, dès que tu sens que tu es blessé, il faut demander le changement tout de suite. Ça, c'est un truc qu'on a vu avec Jordi Alba déjà les années d'avant. Il nous met dans la sauce. À chaque fois, c'est ça. Il est blessé, il court plus, mais il demande pas le changement. Et à ce niveau-là de compétition, c'est intolérable. Quand on joue au Barça, c'est intolérable. Donc en revanche, on a vu Serginho Dest qui est rentré en jeu, et là, c'était une agréable surprise. Pour moi, il fait une très bonne rentrée. Sur les 2-3 occasions qu'il a eu balle au pied, il a essayé de créer du jeu, il a combiné, il a avancé balle au pied. Tout ce qu'on attend d'un latéral au Barça et tout ce qu'on ne voyait plus des latéraux du Barça depuis 3 ans. Je m'étais pas enflammé sur Dest jusqu'ici, j'attendais de le voir, et honnêtement, pour son premier match, je m'attendais à rien du tout. Moi, il m'a agréablement surpris. On passe donc au double pivot, je l'ai dit avant, Busquets, Frenkie. Énormément de déchets dans les passes, énorme, j'ai jamais vu ça de leur part. Ils nous ont mis dans une sauce incroyable, mais les deux, parce que j'ai vu beaucoup de gens critiquer Busquets. Il faut pas oublier que De Jong a perdu aussi énormément de ballons et il a perdu des ballons bien plus dangereux que Busquets. Les deux ont quand même fait des efforts de dingue dans le pressing, comme un peu toute l'équipe. Au niveau de la récupération, ça allait, c'est dès qu'il fallait enchaîner les passes qu'on faisait n'importe quoi. Et d'ailleurs, on l'a vu, quand Pjanic est rentré dans le double pivot aux côtés de Busquets, on est devenu tout de suite beaucoup plus cohérent et on ressortait beaucoup mieux les ballons, beaucoup plus facilement. On avait plus de maîtrise. Ensuite, Coutinho, pareil, énorme effort sur le pressing, comme toujours. Là-dessus, on peut rien lui reprocher, il a changé. Par contre, balle au pied, il y avait un déchet technique énorme. Il a raté des passes très faciles, il a perdu des ballons. Coutinho, c'est censé être notre deuxième joueur technique juste après Messi. On attend beaucoup plus de lui. Mais malheureusement, c'est aussi le même constat pour Messi, chacun à son niveau. Messi a aussi perdu des ballons et raté des passes très faciles, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Malgré ça, Messi, ça reste le joueur qui a quand même créé le plus de danger, et je crois même que c'est le seul joueur qui a réussi à créer du danger. Il a même délivré une balle de victoire pour Trincao en fin de match, mais Trincao a raté la finition. Malheureusement, du coup, le constat qu'on en fait, c'est que dans les gros matchs, on se retrouve encore et encore avec cette Messi dépendance. Les autres joueurs, ils ne prennent pas leurs responsabilités. En première mi-temps, Frenkie a eu une super opportunité de passe vers Ansu Fati, qui est en train de partir dans la profondeur, mais il préfère la donner à droite à Messi. Et même Messi, il était surpris de cette passe. Fati, justement, parlons de lui, évidemment, il fait pas un gros match. Jesus Navas et Koundé étaient prêts pour marquer Ansu Fati et ils l'ont fait parfaitement. Malgré ça, Fati, c'est un des seuls joueurs qui a tenté sa chance, qui a frappé au but. D'ailleurs, sur une de ses frappes en première mi-temps, il y a Messi qui s'agace et lui réclame le 1-2. Je pense que c'est une terrible erreur de la part de Messi de faire ça avec un gamin de 17 ans par rapport à sa confiance, puisqu'on a vu un peu plus tard dans le match, il y a une opportunité où le Barça joue la transition, on arrive rapidement à l'entrée de la surface, c'est Fati qui a le ballon, ils sont en 2 contre 1, parce qu'il y a Alba qui arrive et qui dédouble sur le côté derrière lui. Fati aurait pu utiliser ce dédoublement et faire le crochet, puis frapper, mais du coup Fati va essayer de la jouer collectif et il fait la passe à Alba, et derrière, Jesus Navas neutralise Alba et on perd la balle. Moi je peux pas m'empêcher de penser que cette action en première mi-temps où Messi s'agace sur Fati n'a pas pesé dans sa tête au moment de faire la mauvaise décision et donner la balle à Alba. Et quand j'ai vu cette action en live pendant le match, je me suis dit, Fati, faut qu'il soit plus égoïste, faut qu'il devienne plus perso sur ce genre d'action et qu'il utilise les appels des autres pour faire le crochet, pour éliminer et pour finir les actions. Mais pour ça, il lui faut de la confiance. On finit donc les titulaires avec Antoine Griezmann. C'est une catastrophe. Il n'est pas du tout en confiance, on le sent, c'est l'ombre de lui-même. Coman continue de le titulariser dans ce système et dans ce poste parce que justement, il veut pas lui briser la confiance, mais moi je trouve que ça donne l'effet inverse parce qu'il enchaîne des mauvais matchs et que ça ne s'arrange pas. Alors on m'a beaucoup dit sur les réseaux, oui mais Griezmann à l'Atlético dans l'équipe de France, il joue plus en transition, c'est plus ça qui lui correspond comme jeu. J'ai juste envie de vous rappeler que le Barça de Koeman joue très peu en bloc haut. Donc il y a des séquences où on est installé en bloc haut, mais ça reste rare. Ce n'est pas tout le match en bloc haut comme on pouvait le voir sous Quique Setién. Et c'est une équipe qui joue beaucoup la transition. Dès qu'on récupère une balle suite au pressing, on essaie de se projeter vers le but. Et ça, c'est un jeu qui correspond à Antoine Griezmann. En tout cas, Griezmann, il a eu 2 énormes occasions en transition justement, et il a raté les 2. L'Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid, il aurait troué les filets. En première mi-temps, donc il y a cette occasion où il est décalé légèrement sur notre côté gauche,
il reçoit la balle à l'entrée de la surface. Alors déjà, il rate son contrôle, chose qui ne ressemble absolument pas à Griezmann. Il rate son contrôle, il pousse trop loin sa balle. Et ce contrôle raté va le pousser à faire un tir en taclant le ballon. Et il rate aussi son tir. Et la balle part vers le petit filet. En deuxième mi-temps, donc il y a ce long ballon de Araujo, je crois. Il part du côté droit et il rentre vers l'intérieur. Et là, je me dis, il va enfin pouvoir terminer son action. Et non, il va rater sa conduite de balle comme un amateur, comme Sergio Roberto. Il va filer tout droit, il pousse trop loin son ballon et il rate l'action. Ça, ce n'est pas Griezmann, c'est pas possible. On nous a envoyé son frère jumeau diabolique. On arrive donc enfin à Ronald Koeman et au changement. Pour moi, Ronald Koeman dans ce match, là où il est fautif, c'est qu'il n'a pas joué la gagne. Il n'a pas cherché à gagner le match en deuxième mi-temps. À partir de la 65e, là où on se faisait bouffer, on n'arrivait pas à sortir de ballon, je pense que Koeman il s'est dit, finalement le match nul c'est pas trop mal. Et en réalité, le Barça peut s'estimer heureux de ce match nul, parce qu'à l'heure de jeu, Séville nous a complètement asphyxiés, on n'arrivait plus à sortir un ballon et Koeman ne réagissait pas, il a quand même mis du temps à réagir. Et il aurait peut-être même pu réagir bien avant, puisqu'on a vu en première mi-temps que déjà les joueurs étaient carbonisés et faisaient beaucoup d'erreurs. Les changements auraient pu arriver dès la 50e, dès la 55e, je pense. Trincao, Pedri sont rentrés, aucun problème là-dessus, les deux ont été très bons, je pense. Le problème que je vois ici, c'est que Koeman fait tout le temps les mêmes changements. C'est le nouveau Valverde au niveau des changements. Et le problème, c'est que tu deviens prévisible. Déjà, ton 11 de départ, il est prévisible, donc l'adversaire sait exactement quels sont tes points faibles, de quel côté il doit attaquer, etc. Et tes changements aussi sont prévisibles. Ensuite, Koeman ne fait pas jouer Dembélé. Je pense personnellement que c'est à cause du mercato, que le Barça veut vendre Dembélé et que c'est pour ça qu'il ne l'utilise plus du tout, comme Riqui Puig, tout comme d'autres joueurs, mais ça c'est problématique pour moi. Ensuite, placer Frenkie de Jong en pointe haute du milieu de terrain en fin de match, c'est non. Le joueur est carbonisé, il rate ses passes depuis le début du match, t'as pas besoin de forcer et de lui faire jouer 90 minutes. Rendez-vous compte que Busquets, Frenkie de Jong ont joué 90 minutes, ils ont fini le match, alors que les deux étaient carbonisés. Dans ce poste de pointe haute du milieu de terrain, Riqui Puig rentre parfaitement dans ce cadre, c'est un des meilleurs joueurs qu'on a dans l'effectif pour ce poste. Il n'y a aucune raison sportive aujourd'hui à ce que Koeman mette de côté Riqui Puig. Pour moi, la raison, il faut aller chercher côté mercato. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la première saison de Luis Enrique, en 2014-2015, en début de saison, Luis Enrique donne du temps de jeu à absolument tout le monde. Il fait tourner énormément l'effectif, il fait jouer tous les joueurs pour que tout le monde se sente concerné. Là, au bout de 3 matchs, Carles Alenia, Riqui Puig, ils n'ont pas joué une minute. Pour moi, dans ce match, Carles Alenia aurait dû être titulaire dans le double pivot, ou Miralem Pjanic, l'un des deux. Tu fais un tout petit peu de rotation. À la 60e, Riqui Puig, il doit rentrer. En tout cas, si Koeman s'entête à vouloir jouer avec son 11 de départ et les 3 joueurs qu'il fait rentrer tout le temps les mêmes, il se restreint tout seul, son groupe, à 14-15 joueurs, pas plus. Pourquoi ? Parce que le jour où il y aura des blessés, qu'il est obligé de commencer à intégrer Alenia ou Riqui, ces joueurs-là, ils seront complètement hors de forme et ils n'auront aucun automatisme avec les autres joueurs sur le terrain. Dans tous les cas, je vais faire une vidéo de débrief sur les 3 premiers matchs plus globalement, une analyse sur ce qu'on a vu ce début de saison. Je vous enverrai ça cette semaine. Je vous rappelle que le mercato va finir aujourd'hui, donc on fera sûrement une vidéo pour faire le point sur tout ce qui s'est passé durant le mercato du Barça. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!